Bonsoir à toutes et à tous. Soyez les bienvenus pour ces rendez-vous des savoir-faire d'excellence que vous propose la région Nouvelle-Aquitaine. Un rendez-vous, vous le voyez, dans un format inédit, mais adapté forcément au contexte. Mais l'essentiel, en tout cas, c'est de se retrouver, que vous vous retrouviez pour échanger, pour partager, confronter des idées, connaître les tendances du secteur après donc une édition 2020 qui avait dû être annulée en raison du confinement. On est ensemble pendant 2 heures en direct depuis ce studio installé ici à la Cité mondiale à Bordeaux avec un très joli décor, vous le voyez. Et je voudrais d'ores et déjà remercier le menuisier ébéniste bordelais Thomas Bérard qui nous a fourni ce très beau mobilier de plateau sur mesure, fabriqué d'ailleurs en normes de Gironde pour l'anecdote. On y reviendra tout à l'heure puisqu'on le découvrira et on l'entendra en vidéo à la fin de cette émission. Il y a un an, les thèmes de la transition numérique et de la transition environnementale devaient être au cœur de l'édition 2020. Et finalement, ils sont apparus encore plus pertinents et d'actualité cette année. L'année écoulée a en effet révélé les enjeux pour les entreprises, pour vos entreprises, de se saisir de ces sujets qui sont devenus des axes de développement majeurs. Ils seront donc au centre de nos échanges pendant 2 heures. Et puis le Made in France, le Made in local, n'a jamais été autant d'actualité depuis maintenant 1 an. Il y a là une carte à jouer que le savoir-faire Nouvelle-Aquitaine ne saurait ignorer et qu'il n'ignore pas d'ailleurs. On y reviendra tout à l'heure dans la 3e séquence à laquelle participera Alain Roussel, président de la région Nouvelle-Aquitaine. Une dizaine d'intervenants vont donc se succéder sur ce plateau. Ils sont entrepreneurs, techniciens, représentants d'organisations professionnelles au cours donc de ces 3 séquences d'une 20aine de minutes chacune. Et puis, je vous rappelle qu'à partir de 16h15, vous pourrez vous retrouver dans des ateliers thématiques pour échanger, témoigner, réfléchir et partager avec vos pairs autour donc de thématiques de votre choix. Pour ouvrir ces rendez-vous, je vais rejoindre dans un instant Marion Gust. Elle est directrice générale adjointe à la région Nouvelle-Aquitaine en charge du développement économique et environnemental. Bonjour Marion Gust. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints. C'est avec plaisir. Je voudrais qu'on dise quelques mots d'abord de cette filière cuir, luxe, textile et métiers d'art. Quelles sont ses caractéristiques dans la région ? C'est une filière extrêmement importante au niveau régional puisqu'elle représente quand même près de 10 000 emplois, 3 300 artisans d'art. C'est aussi 170 entreprises du patrimoine vivant. À l'échelle nationale, il y a 12 IGP indications géographiques, dont 6 sont en Nouvelle-Aquitaine. La moitié de votre région. La moitié, voilà, c'est ça. Donc avec une forte dynamique locale qui se caractérise aussi par une grande diversité, comme son nom l'indique, cuir, luxe, textile, métiers d'art, puisqu'on a aussi bien des entreprises sans salariés que des PME internationalement reconnues, que des start-up très innovantes, ou alors des manufactures familiales qui sont là depuis plusieurs générations et qui perdurent par leur savoir-faire. Et en fait, toutes ces entreprises se retrouvent autour de valeurs communes que sont le savoir-faire, le geste, le goût de l'innovation et de la création. Et tout ça permet d'avoir une grande dynamique à la fois industrielle et innovante, à la fois aussi une diversité patrimoniale, architecturale, ou alors une grande richesse en termes de gastronomie ou de métiers d'art. On comprend ce que vous venez de nous dire, Mario, qu'effectivement, c'est une filière extrêmement prioritaire pour la région. C'est comme ça que vous la considérez d'ailleurs. Comment vous l'animez toute l'année ? Exactement. C'est une des filières prioritaires au niveau de notre schéma régional. En fait, c'est une filière, au moment il y a quelques années, quand il y a eu fusion des ex-régions Poitou-Charentes, Limousin et Aquitaine, qui a été en fait harmonisée dans ses façons de faire. Et d'ailleurs, un des premiers éléments communs qui est sorti de cette harmonisation, c'est les rendez-vous des savoir-faire d'excellence en 2018. De manière formelle, il y a eu en fait une feuille de route qui a été mise en place avec l'ensemble des acteurs de la filière, qui a été adoptée par les élus de la région en 2019 et qui permet de fixer en fait un cap pendant les 3 années à venir. C'est animé par la région, mais bien sûr avec la collaboration notamment des organismes consulaires et de tous les acteurs de la filière, clusters, entreprises, associations. Parlons de ce rendez-vous, ces rendez-vous des savoir-faire d'excellence. Pourquoi il était important de le réorganiser cette année après l'annulation l'année dernière ? Il y a un besoin de partage ? Il y a un gros besoin de partage. Surtout après une année comme celle-là ? Exactement, comme vous disiez en introduction, finalement la thématique qui avait été choisie l'an dernier était à la fois... Était déjà pertinente. Était extrêmement pertinente l'an dernier et l'est encore plus cette année, puisque cette année difficile nous a permis de nous rendre compte que ces transitions environnementales et numériques sont absolument essentielles. On a besoin en fait de ces rendez-vous pour se retrouver, même si c'est en format numérique pour l'instant, pour pouvoir accélérer les synergies, pour avoir des moments de partage. C'est vraiment un événement qui est organisé certes par la région Nouvelle-Aquitaine, mais avec les acteurs de la filière et surtout pour ces acteurs, pour permettre de continuer à grandir et à croître.
Merci beaucoup Marion pour ces mots plaisir. donc, en introduction de ces rendez-vous des savoir-faire d'excellence qu'on va commencer dans un instant avec ce premier thème de la transition environnementale. Elle a longtemps été considérée finalement comme une contrainte, c'est désormais une quasi-obligation, mais surtout une opportunité. La transition environnementale de la filière, elle est désormais engagée, que l'on parle de mode durable, de matière éco-responsable, de la seconde main ou encore de l'upcycling. Vous avez sans doute entendu parler de cela. Ça consiste à valoriser des objets usagés pour leur donner une nouvelle vie et parfois un nouvel usage. Le défi environnemental, une opportunité pour se réinventer. On va en parler avec nos intervenants qui nous ont rejoints, à commencer par Luc Le Sénécal. Monsieur Le Sénécal, bonjour. Bonjour. Vous serez le grand témoin de cette journée. Merci de votre présence. Vous êtes le président de l'Institut national des métiers d'art. 198 métiers, vous m'arrêtez si je dis des bêtises au niveau des chiffres. 198 métiers, 83 spécialités. Et puis les 1400 entreprises du patrimoine vivant vous ont rejoint il y a 1 an et demi maintenant. Et puis vous êtes un chef d'entreprise aussi d'une entreprise très connue en France et à l'étranger, les Tricots Saint-James, du nom d'un village donc de la Manche, une entreprise du patrimoine vivant d'ailleurs depuis 2013 qui a ainsi récompensé 120 ans de savoir-faire. Merci de votre présence aujourd'hui. Pascal Denizard, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes le directeur du Centre européen des textiles innovants, un centre basé à Tourcoing. Il y a des projets aussi en Nouvelle-Aquitaine, on en parlera tout à l'heure avec le CETIA. Éric Gagnère, bonjour Éric. Bonjour. Vous êtes PDG de Patatam, une entreprise basée à Bayonne. Au départ, c'était un site internet. Un service en ligne de rachat et de vente de vêtements de seconde main, mais ça va beaucoup plus loin aujourd'hui, puisque vous êtes aussi présent dans les magasins physiques, les grandes surfaces. On va y revenir dans un instant. Éric Gagnère, je voudrais d'abord qu'on raconte votre histoire. Effectivement, vous êtes né en 2013, enfin pas vous, l'entreprise. Au départ, pure player, donc c'est-à-dire uniquement un site en ligne. Qu'est-ce qui s'est passé l'année dernière ? Alors, c'est très simple. On est parti d'un constat. La seconde main allait s'imposer dans les prochaines années. Donc, quand on a commencé en 2013, ça représentait seulement 10% du marché de la mode. C'est les estimations qu'on avait. Aujourd'hui, on est déjà à 15%. Et les études démontrent que dans quelques années, ça sera 30%. Donc, 30% la seconde du main marché de la mode au mieux. C'est-à-dire, attendez, quand vous dites, c'est quel horizon ? Ça serait 2030, 2035. D'accord. Donc c'est considérable. Donc on est parti de ce constat-là et on s'est dit que forcément les acteurs de la grande distribution et de la mode allaient s'en emparer. Et c'est le choix qu'on a fait il y a 1 an en devenant ce prestataire à la fois de services, de collecte de vêtements dans leurs magasins, mais aussi de revente de vêtements dans leurs magasins. Donc ça a changé quoi pour votre entreprise, dans son organisation déjà ? Parce que vous étiez combien à partir de 2030 ? Alors il y a 1 an on était 17, aujourd'hui on est 120. Donc c'est un gros changement. 120 ? On est 120, oui. 120. On était un épicier de la seconde main, il y a 1 an. Devenu aujourd'hui, on envoie des palettes de vêtements. Donc c'est sûr, on devient un logisticien de la seconde main, de la pièce unique. C'est notre ces métier. Vêtements, vous les récupérez comment en fait ? On les les collecte. Exactement, on les collecte, ce qu'on appelle la collecte post-consumer. On les collecte auprès des clients de ces grandes enseignes. Il y a un sac qu'on met à disposition dans leur magasin. Donc ces personnes peuvent récupérer ce sac, le remplir de vêtements. Ils auront droit à un bon d'achat dans le magasin. Donc c'est ça qui arrive chez nous, à Hastingues, dans le sud-ouest. C'est là qu'on va trier, sélectionner, puis après remettre en vente ces vêtements dans l'ensemble de nos partenaires. Sur votre site internet toujours ? Sur notre site internet, ça reste une toute petite part aujourd'hui, c'est moins de 10% de mon chiffre d'affaires. Ah d'accord. Aujourd'hui, 90% de mon chiffre d'affaires est tiré par mes partenaires. Quand vous dites partenaires, Éric, alors soyons précis, qui sont des enseignes C'est des enseignes, quasi toutes les enseignes de la grande distribution, Auchan, Carrefour, Système U, Leclerc, Carrefour aujourd'hui et Cora. On travaille avec tout cela. Ça veut dire qu'ils ont des corners dans lesquels on peut trouver on va citer des marques, du H&M, du Zara, du... Exactement, à côté d'ici, à Auchan-Mériadec, vous allez avoir un espace mode seconde main et vous allez retrouver du H&M, du Zara, du Primark, du Kiabi, du Promode, mais peut-être parfois du Chanel, c'est rare mais ça peut arriver. Oui. Tous les vêtements sont au même prix, toutes les robes sont à 8 €, toutes les pulls sont à 5 €. C'est un prix unique quelle que soit la marque. Mais pardon, mais vous avez le droit de vendre du Zara, du H&M, du Chanel chez Leclerc, Auchan et Super U ? Exactement, tant qu'on n'en fait pas la promotion, tant que le magasin ne dit pas que je vends telle marque, ils peuvent vendre ce qu'ils veulent s'il s'agit de la seconde main. Mais est-ce que vous discutez, parce que là vous êtes en lien avec des grandes surfaces, mais est-ce que vous discutez avec les marques en direct aujourd'hui ? Oui, on travaille déjà, par exemple avec Kiabi Gémeaux. Ouais. Chez Kiabi, vous allez retrouver donc aujourd'hui dans une dizaine de magasins
et on a des projets pour déployer l'ensemble de leur réseau, des espaces de mode de seconde main. Pareil, le même principe, donc ils ne vont pas vendre que leur marque, ils vont vendre aussi leur marque concurrente. Ils sont prêts à ça? Oui, tout à fait. Je pense qu'ils se sont emparés du sujet parce que voilà, la seconde main est là, donc c'est soit on la traite, soit on la met de côté. Ces marques ont choisi de la traiter. Mais il y a quand même, est-ce qu'il n'y a pas un enjeu d'image aussi pour elles? Bien entendu, bien sûr, bien entendu. Parce que plutôt que de les mettre au rebut, effectivement. Exactement, je pense que de toute façon, ils sont conscients que leurs clients achètent de la seconde main. Ouais. Ça, et ils adressent ce marché-là, et bien sûr, ça leur donne une image environnementale meilleure, un impact meilleur, tout à fait. Ouais. Luc Le Sénécal, vous avez un site de seconde main aussi? Vous vendez aussi dans les grandes surfaces vos pulls Saint-James? Alors déjà, les pulls Saint-James sont distribués à travers nos propres boutiques. Nous avons 75 boutiques en France et 500 multimarques. Mais nous sommes déjà allés au-delà de ces secondes mains. On laisse les consommateurs s'échanger sur vos sites ou sur d'autres sites ces secondes mains. Nous, on est parti dans la réparation. C'est-à-dire qu'une des originalités des pulls Saint-James, c'est leur durée. Ouais. On se transmet parfois le pull Saint-James de père en fils, Ouais, c'est vrai. de mère en fille. Donc on a un système qu'on est en train d'améliorer de réparation. C'est-à-dire vous ramenez votre pull Saint-James, on fait un diagnostic en boutique, on le revoit à Saint-James dans les ateliers et on répare. Généralement, c'est souvent la manche avec l'usure les frottements avec la montre. Et pour une quinzaine d'euros, vous repartez avec un Pardon, mais c'est quoi l'intérêt pour vous? Parce que autant que les gens vous rachètent un pull neuf, non? Oui, mais ça ne nous empêche pas non plus D'en vendre, oui, quand même. d'en vendre, parce Ouais. qu'il y a toujours des nouveaux coloris, des nouvelles coupes, des nouvelles formes. Mais bien avant que ça soit entre guillemets à la mode, parce que là, tout ce qui se fait, c'est un peu l'attente du nouveau consommateur. Qu'est-ce qu'il veut le consommateur? Il veut une économie raisonnée, voilà, c'est une prise de conscience. Après, nos volumes ne sont pas non plus comparables. On en parlera certainement tout à l'heure. On fabrique dans nos ateliers en France, donc c'est pas rien à voir avec les volumes des marques citées tout de suite. Vous n'êtes pas de la fast fashion, vous? Non, on n'est pas du tout dans la fast fashion. Pour moi, si vous voulez, sur la mode, vous avez 4 segments. Vous avez la fast fashion, vous avez le milieu de gamme, les marques premium et le luxe. Et Saint-James, souvent liées à des marques fabriquées en France, sont plutôt des marques premium, avec cette notion de transmission. Voilà, on se transmet le savoir-faire de génération en génération au tricot Saint-James, et on se transmet le pull de génération en génération. Mais bien avant que tout ça soit d'actualité. Voilà. Là, on peut dire que peut-être bien avant le Covid, mais le Covid est un facteur, la Covid est un facteur accélérateur de ces changements, de ces prises de conscience. Mais je ne peux que vous féliciter pour ces initiatives. Par contre, j'avais une question à vous poser. Mais je vous en prie. Pardon, juste avant votre question, je voudrais juste vous préciser à vous qui nous regardez que vous pouvez bien sûr poser vos questions à nos intervenants. Vous avez une interface effectivement sur votre écran qui vous le permet et on réservera un moment pour vos questions dans un instant. Pardon, Luc Le Sénécal, je vous en prie. Oui, quel est le prix que vous récupérez les vêtements auprès des consommateurs directement? Vous les payez ou c'est gratuit? On les récupère gratuitement, si vous voulez. Et vous les revendez? Voilà, alors nous on s'occupe de toute ce qu'on appelle la logistique de collecte. Donc là on va prendre en charge déjà la création des sacs et le coût de collecte. Derrière, le partenaire va prendre en charge le bon d'achat. Ouais. Et on s'occupe de tout le reste. Donc on peut dire qu'on les récupère gratuitement, que c'est le partenaire qui va payer le vêtement. Très bien. Vous, par exemple, ça ne vous poserait pas de problème de voir un pull Saint-James dans une grande surface? Non, il se vend sur certains sites entre 150 et 200 pulls par semaine. Après, les prix restent relativement élevés parce que c'est pratiquement inusable. Et j'ai vu que la moyenne des prix Saint-James en seconde main se revendait entre particuliers autour de 70-75 euros. Pour un prix neuf de combien? Pour un prix neuf du double, de 129, 139. Pas mal. Il y a une cote. Il y a une cote, oui. Hein, une cote Saint-James. Une cote, voilà. Mais effectivement, pour répondre à votre question, Ouais. il est prévu qu'en septembre, on crée notre propre site seconde main. En complément, ça sera lié à la réparation. C'est-à-dire qu'il y aura, vous renvoyez votre pull, on vous le répare, ou on vous le rachète, on le revend, etc. pour
pour encore renforcer, parce que je partage tout à fait votre analyse. D'ici les 10 prochaines années, on arrivera à avoir plus de vêtements, entre guillemets, recyclés. Mais là, pardon, hein, mais je me fais un peu l'avocat du diable, mais est-ce que c'est pour l'image que vous faites ça? Parce que vous allez perdre de l'argent forcément, parce que vous Non, allez vendre moins de pulls. On l'a toujours fait. Si vous faites de la seconde main, vous allez vendre moins de pulls neufs. Non, mais on fait de la seconde main, on la répare, etc. Non, on a une croissance. Enfin, encore une fois, je ne veux pas dire que c'est dans les gènes de Saint-James, mais presque. Bien avant qu'on parle de ça, combien de personnes qui voyagent en Normandie et qui passent leurs vacances l'été en Bretagne et en Normandie en profitent, ils sont à côté des ateliers. Est-ce qu'on ne pourrait pas, ils posent une question, on n'avait jamais communiqué là-dessus, est-ce qu'on ne pourrait pas réparer mon pull? Voilà. Et puis surtout, on a un système de traçabilité qui est unique. Vous me ramenez votre pull, je peux vous dire quand vous l'avez acheté, où vous l'avez acheté. Voilà. Alors des fois, alors après, il faut faire attention. Vous avez certains consommateurs, oh là là, j'ai acheté votre pull il y a 2 mois, et regardez, la manche, elle était déjà... Alors, je dis, prêtez-moi votre pull. On prend le pull, et vous dites, vous l'avez acheté il y a 25 ans, à Bordeaux. Ah oui, tant que ça. Ben, oui, voilà. Mais c'est bien, c'est de bonne foi. Bon, alors on va parler du recyclage, parce qu'évidemment, la seconde main aussi, cet avantage de ne pas jeter les vêtements. Alors il y a une loi, Pascal Denisard, qui, vous allez me confirmer, hein, la loi relative à la lutte contre le gaspillage et l'éco-circulaire prévoit qu'à partir du 1er janvier 2022, enseignes, distributeurs, producteurs, plateformes et e-commerce auront l'interdiction de détruire leurs invendus. Tout à fait. C'est ça. La France est le premier pays en Europe à avoir légiféré sur ce sujet. D'accord. Donc la loi est là, il va falloir donc trouver des solutions de recyclage ou de revente en seconde main. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui des invendus? Ils sont brûlés? Alors, ils sont soit détruits à un moment donné, soit bradés et fortement décotés. Mais voilà. Vous, par exemple, pardon, Pascal Denisard, Éric Gagnère, vous pouvez vendre du première main de l'invendu? Oui, il y a certaines marques qui nous demandent de traiter leurs invendus. Alors, ce n'est pas vraiment les invendus, c'est ce qu'on appelle les retours e-commerce. Ouais. Ils sont très compliqués à gérer pour ces marques-là, puisque c'est des différents modèles, différentes tailles. Nous, on est capable de le gérer, puisqu'on gère de la logistique à pièce unique. Mais oui, on a de plus en plus de demandes sur des marques, sur leurs invendus, spécialement maintenant, puisqu'ils ont des stocks énormissimes. Et ça va être tout à fait un sujet qu'il faudra traiter sur le seconde main, sur le recyclage, sur beaucoup de thématiques. Est-ce qu'il y a aujourd'hui une filière du recyclage textile structurée en France? Alors, disons qu'il y a des initiatives. L'objectif est justement de la structurer. Il y a des initiatives pour retravailler, effectivement, revaloriser le gisement de matière, que ce soit du post-consumer, que ce soit du pré-consumer invendu. Pour créer cette filière, il faut une industrie textile forte. Nous avons une industrie textile résiliente, mais compétitive. Et donc, il faut organiser aujourd'hui cette filière. Parce que si on veut 2 solutions, boucle ouverte ou boucle fermée. Boucle ouverte, ça veut dire qu'on va récupérer du textile pour en faire des textiles à usage technique avec d'autres utilisations. Boucle fermée, on va avoir l'ambition de refaire un fil et donc d'entrer dans une démarche d'économie circulaire. Aujourd'hui, soyons très concrets, à partir d'un t-shirt invendu, on fait quoi? Si vous, par exemple, ça arrive chez vous, qu'est-ce que vous en faites? Alors, déjà, si ça arrive chez nous, parce qu'une marque a la volonté à un moment donné de récupérer ce gisement et de travailler dans une économie circulaire, c'est-à-dire de refaire un produit textile. Donc aujourd'hui, la plupart des marques qui viennent chez nous viennent avec cette notion d'économie circulaire. On a d'autres marques aussi qui viennent pour que cette matière soit récupérée pour des textiles à usage technique. Donc nous, on va démontrer, trouver la bonne équation à la fois économique et technologique pour en faire une réalité et qu'à partir d'un t-shirt ou d'un gisement de matière, on peut refaire un fil à partir d'un refaire un fil, refaire un tricot ou un tissu et donc refaire un t-shirt si on a la volonté de lancer cette gamme de produits. Et les marques aujourd'hui vous amènent quoi? De l'invendu ou quand vous dites que... On a les deux cas.
On va dire que les marques qui nous ramènent de l'invendu, généralement, c'est aussi pour récupérer une matière et la retransformer dans un produit fini. Et puis, dès qu'on est sur du post-consumer, il va falloir travailler avec des collecteurs-trieurs, avoir du gisement. En général, le gisement n'est pas exclusif de la marque. Il faut qu'on trouve un gisement de vêtements usagés dans une certaine composition et une certaine couleur. Bon, alors on a des soucis pour avoir Régis Letty en direct. Pour l'instant, on n'arrive pas à l'avoir, mais peut-être qu'on peut parler alors, je ne sais pas si vous êtes sur le textile, mais sur le cuir, justement, par exemple. Aujourd'hui, est-ce qu'il existe une filière de recyclage du cuir ou pas? Là, on va pas votre domaine, mais vous avez sans doute regardé. Disons que nous avons, grâce à l'initiative du CETIA en Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine, on va y revenir dans un une instant. grande région de cuir. Donc nous avons des travaux actuellement sur le recyclage du cuir, sur le démantèlement, notamment de la chaussure, sur la récupération du cuir, la récupération aussi des déchets de coupe de peau, ouais, pour en faire de nouveaux matériaux. Nouveaux matériaux soit hybridés avec du textile. Nous sommes en France bien placés parce que nous avons aussi des marques de luxe qui travaillent ce sujet. Les autres pays, ce sont les États-Unis, ce sont la Corée, ce sont l'Angleterre qui travaillent également ces sujets. Et puis nous avons aussi la volonté sur ce cuir de récupérer, quand c'est une chaussure, par exemple, d'avoir à un moment donné un démantèlement de la tige pour pouvoir récupérer la semelle, pouvoir la recycler, de récupérer les différents composants. Donc en fait, analyser la valeur du produit usagé pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce produit pour valoriser la matière et donc évidemment reconstruire un produit fini. Mais je rejoins tout à fait Monsieur Le Sénécal dans l'idée aussi de la durabilité, c'est-à-dire qu'avant de parler recyclage, il faut penser durabilité et je dirais même éco-conception, c'est-à-dire prévoir les bonnes matières pour à un moment donné avoir une meilleure empreinte environnementale ou favoriser le recyclage. Vous, par exemple, les matières, elles proviennent d'où? La laine, en l'occurrence? Alors, nous, on a deux matières principales qu'on utilise, c'est la laine, des matières naturelles et puis le coton. Française? Alors, au niveau de la laine, il y a eu des choix faits historiquement sur les moutons. Hein. Les moutons, les races de moutons, c'est comme les races de chevaux. Vous avez des chevaux de trait, puis vous avez des pur sang, des trotteurs. Donc les moutons, c'est pareil. Et la France avait beaucoup développé son activité avec un choix sur les moutons à viande, donc on n'a pas la même spécificité au niveau de la laine. Ce qu'on est en train de... Donc la laine, pour répondre à vos questions, provient principalement d'Australie, de Nouvelle-Zélande, un peu d'Amérique du Sud. Et justement, et je pense qu'on en reparlera tout à l'heure, mais dans la constitution de filière, on est en train de recréer avec le mouvement tricolore la laine française. Actuellement, vous avez peut-être 1 ou 2% de la laine qui provient de la France. L'objectif, c'est d'amener à 10-15% progressivement. Et nous-mêmes, et le pull que je porte aujourd'hui, est un prototype pour la prochaine collection et qui a été fait en laine française. Voilà, donc c'est une laine qui est un peu plus rêche. Et on travaille justement avec à la fois avec les éleveurs, parce que c'est quand même un scandale que les éleveurs de moutons paient pour faire tondre leurs moutons, parce que c'est une nécessité pour le mouton. Donc avec eux, parce qu'il y a plusieurs niveaux. Hein. Il y a l'éleveur, il y a la tonte, après il y a les filateurs. Voilà, nous, en tant que tricoteurs, on est en dernière ligne. Et on a fait un coût économique. Pour l'instant, ce pull-là vaut à peu près 20%. Il est fait en France, mais celui-ci est en laine française, il est à peu près 20% plus cher. Et je pense qu'on pourra arriver, tout en valorisant, parce que le but, ce n'est pas de monter une filière pour se faire plaisir. Autant je pense qu'il y a vraiment un potentiel pour recréer une filière laine en France. Bien sûr. Bon, certains, laine et lin et d'autres. Lin, chanvre, on est sur les 3 filières. Bon, certains rêvent de faire pousser du coton en France. Je leur laisse. Je viens d'un milieu agricole, donc je leur laisse tout à fait l'initiative. Mais voilà, il y a des tas de choses. Et et je pense qu'un différentiel de 15%, c'est accepté par le consommateur. On en a prévendu une autre série, 400 pour Noël. Ils étaient pile poil 20% et ils se sont très bien vendus. Pascal Denizère, ça veut dire que là, il y a un changement de paradigme pour les marques
qui vont chercher à s'approvisionner en local. Là, on a l'exemple de Saint-James, mais ce n'est pas que Saint-James, c'est d'autres. Elles y réfléchissent toutes. D'autres marques ont parlé de nouvelles filières, c'est-à-dire d'utiliser à la fois les agro-ressources locales, les ressources liées au gisement qui peut être valorisé, plus de 300 000 tonnes de déchets textiles par an, qui peuvent, donc, avec des matières nobles comme le coton ou comme la laine, ou des matières même synthétiques. Et ça fait sens de les récupérer, puisque si on n'a pas utilisé une matière biosourcée, on peut donner une deuxième vie à une matière dérivée du pétrole, donc le polyester, le polyamide. Donc ça fait vraiment sens, à partir d'un gisement local, de bâtir une filière et donc de relocaliser une partie de la production. Éric Gagnère, vous travaillez avec la filière recyclage aujourd'hui ? Nous, on travaille avec, on fait partie avec Pascal de la Charbali pour essayer de... C'est quoi la Charbali, pardon ? La Charbali est, on va dire, un organisme qui a pour but d'essayer de refaire du fil à partir de vêtements. Je résume, c'est une grosse ambition, mais je pense qu'en effet, le défi, il est là dans les prochaines années. Il n'est peut-être pas sur la seconde main. La seconde main, c'est de la durabilité. Il faut traiter maintenant la fin de vie. Et le défi, il est là dans les prochaines années. Qu'est-ce qu'on fait de ces 300 000 tonnes de vêtements ? 300 000 tonnes par an ? Oui, et ça va augmenter. Il y a des projections à 3 ans à 600 000 tonnes. Et donc voilà. C'est des matières nobles. C'est des matières nobles qu'il faudrait traiter pour essayer d'en refaire quelque chose. Une simple remarque. On parle aujourd'hui du polyester recyclé. Polyester recyclé qui vient de bouteilles recyclées. 38% de la consommation de polyester aujourd'hui au niveau mondial. On recycle donc les déchets d'une autre industrie. Le polyester de nos textiles usagés pourrait très bien être réutilisé et on pourrait donc aussi avoir du polyester recyclé à base de déchets textiles. Je pense que ce changement de paradigme, il aboutit à une nouvelle prise de conscience, à une remise en cause et à la définition de nouvelles pratiques qui font sens. On peut imaginer d'autres plateformes comme la vôtre en France. Là, vous êtes à Tourcoing, mais on se dit que vu son importance et vu les perspectives, il faudra... Nous croyons beaucoup, on va dire, aux initiatives des territoires. Ouais. De toute façon, l'économie circulaire, elle passe par les territoires. Donc, les Hauts-de-France ont on va dire, une culture textile qui est plus que centenaire aussi. Donc que les plateformes textiles pour refaire du fil de démonstration sur le recyclage soient nées en Hauts-de-France, ce n'est pas un hasard, et ça correspond à une vraie culture du textile. Par contre, on peut imaginer que sur cette économie circulaire, d'autres régions embrayent le pas. C'est le cas notamment de la région Nouvelle-Aquitaine, avec l'émergence d'une nouvelle plateforme qui va s'appeler le CETIA, donc qui sera en charge de la revalorisation des gisements de matière dans l'optique d'avoir un débouché, un exitoire qui a de la valeur ajoutée. Et surtout, n'oublions pas le cuir. La Nouvelle-Aquitaine est une des principales régions françaises sur le cuir. C'est pour automatiser en fait la circularité. Exactement. Dans la mode et le textile. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver en Nouvelle-Aquitaine qui permet d'avoir cette différenciation ? D'abord, cette compétence en robotique, en automatisme, parce qu'il y a d'autres secteurs industriels qui ont fait naître ces compétences, et on a des écoles puissantes, notamment l'Estia, qui est à Bidart sur ce sujet. Et puis aussi que la Nouvelle-Aquitaine est orientée vers l'océan, les ressources de l'océan. Nous avons le pain des Landes, nous allons pouvoir parler agro-sourcé, et qu'il y a une vraie volonté politique de mettre en avant cette économie circulaire en Nouvelle-Aquitaine. Quels sont vos projets, vous, Éric Gagnère, aujourd'hui ? On parle de seconde main, mais la troisième main, ça existe ? Il y en a déjà. Alors, peut-être sur les pulls Saint-James. Nos projets, ça va être encore de démocratiser la seconde main. Nous, on s'est rendu compte que le succès qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a amené la seconde main au plus près du consommateur. Ouais. Dans les études qu'on a faites, notamment en grande surface, 65% des gens qui ont acheté dans ces rayons de seconde main, c'était leur premier achat de seconde main. Ils n'avaient jamais acheté sur Internet, ils n'avaient jamais acheté ailleurs de la seconde main. Donc notre objectif, ça va être de continuer notre déploiement en France, mais aussi en Europe. On s'est installé il n'y a pas longtemps en Belgique, on va s'installer en Pologne et en Espagne dans les prochains mois. On a beaucoup de questions qui nous sont arrivées, donc on va les prendre dans un instant. Et puis, je voudrais aussi que vous nous disiez, Luc Le Sénécal, comment, pour un artisan dans son atelier, qu'est-ce que ça représente, la transition environnementale, comment il s'en saisit, quels sont les enjeux. Avant cela, comment créer du beau à partir de ce qui pourrait être considéré comme un déchet, un objet à mettre au rebut. Ça s'appelle l'upcycling et c'est ce que pratique un collectif de professionnels des métiers d'art à Mornac, en Charente. Explication maintenant avec un de ses membres. Alors je vous préviens à l'avance, par contre la qualité de la vidéo n'est pas optimale, c'est moins qu'on puisse dire, mais en tout cas l'essentiel ce sont les propos. Écoutez.
Bonjour à tous et bienvenue dans les locaux du Carré Bouge. Donc, je m'appelle Boris Lefloc, je suis membre du Carré Bouge. Je suis créateur dans ce collectif. Et donc, qu'est-ce que le Carré Bouge? Le Carré, c'est une association qui est composée de créateurs, d'artistes, de designers et d'entrepreneurs qui sont liés ensemble sur un même mieux avec un objectif commun autour de la revalorisation des matériaux. Donc ces différents créateurs, ils ont différents corps de métier, différentes matières. Donc on travaille le bois, on travaille l'acier, on travaille le textile, de façon différente. Et donc, ces rencontres avec ces différents professionnels nous ont amené à cette vision, en fait, que la matière, il y a énormément de matière à réutiliser, une matière qui a un vécu, qui a bien sûr traversé des fois des époques, mais aussi de la matière neuve qui est redonnée, remis dans le circuit du recyclage par des entreprises. Et nous, on essaye de se mettre donc sur ce secteur et pouvoir revaloriser au maximum cette matière. Donc le secteur du Carré Bouge se situe entre le moment où la matière va être jetée par un particulier ou un professionnel et le moment du recyclage où ce qu'on appelle recyclage, c'est ce qui est fait par de grandes entreprises, c'est de venir sur la matière, la rebroyer, la refondre pour refaire quelque chose derrière. Nous, notre secteur, donc la revalorisation, qu'on appelle aussi upcycling, qui est un mot de plus en plus employé, c'est de pouvoir utiliser la matière telle qu'elle est. C'est essayer de prendre l'existant et refaire quelque chose avec. Donc le Carré fait bien entendu essentiellement de la pièce unique, du sur-mesure, mais on essaye aussi de développer un secteur économique un petit peu plus large sur de la petite série en mettant en place une sorte de bureau d'études accessible aux entreprises pour pouvoir retravailler donc une chute répétitive qu'on va pouvoir évaluer à l'année en tonnage ou en kilos et de peut-être même pouvoir regrouper des entreprises sur différentes matières pour pouvoir créer de l'objet de design et pouvoir le réinjecter dans l'économie. Donc, on a cette vision de réemploi de la matière. On a un partenariat avec les grands acteurs du recyclage en Charente, des entreprises comme Suez, Caditom, qui est le service public de ramassage des déchets. Et donc, on travaille avec eux sur l'élaboration de nos produits, mais aussi sur la prévention. On travaille avec les scolaires et on essaye de promouvoir cet enrichissement au niveau des enfants qui vont ramener à la maison et enseigner à leurs parents le fait que la matière, il faut savoir la réutiliser. Et donc, on travaille directement avec eux sur des projets pédagogiques pour sensibiliser les plus jeunes. Voilà pour l'upcycling. Justement, on a une question de ceux qui nous regardent. On va la transformer. Normalement, elle était pour Régis Letty sur le cuir, mais on va la transformer sur le textile, Pascal Denizard. Je suis artisan, alors je vous lis la question telle qu'elle était. Je suis artisan maroquinier, j'utilise déjà le upcycling auprès de mes clients. Y a-t-il possibilité en tant qu'artisan d'avoir accès à une filière de recyclage cuir ou textile, donc pour pouvoir baisser les prix de nos productions artisanales ? Oui, alors ça c'est une question extrêmement intéressante. Comme on est sur une filière naissante, c'est vrai qu'aujourd'hui l'initiative part des marques par rapport à leurs propres besoins. Par contre, les ressources qui vont être générées sur les nouvelles matières, les nouvelles fibres, l'objectif c'est dans un deuxième temps qu'elles puissent être utilisées par les PME et par toutes les entreprises qui ont besoin de matières recyclées, afin qu'elles puissent avoir accès à cette équation économique de matière recyclée, matière vierge, avec une épure qui soit tout à fait rentable et pérenne pour l'entreprise. Donc c'est le deuxième temps. Ça suppose aussi que la filière est organisée et que les ressources revalorisées, recyclées, puissent être commercialisées par cette filière. Notre question, alors il y avait une question sur la place des labels Made in France, par exemple, dans les démarches environnementales des entreprises de la mode. Y a-t-il un label à inventer, Luc Le Sénécal ? Bonne question. Alors déjà, avant de réinventer un label, je peux vous parler du label d'État, qui est le label Entreprise du patrimoine vivant. Vous l'avez dit en introduction, vous avez 1400 entreprises en France qui sont labellisées Entreprise du patrimoine vivant, dont 146 en Nouvelle-Aquitaine.
c'est le seul label d'État qui est la reconnaissance de l'excellence d'un savoir-faire. Et ce label est intéressant pour plusieurs. J'adore les 3 initiales. E, parce que ce sont des entrepreneurs. P, pour patrimoine, parce qu'on détient un savoir-faire exemplaire. Et vivant, ce qui nous intéresse, c'est demain. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ce label, ces entreprises, ça concerne tout type de métier. Là, on était dans le textile, mais plein de types de métiers, et surtout toutes les régions, dont la Nouvelle-Aquitaine. Alors, le label EPV a été réformé l'année dernière, et dans le nouveau décret, il y a une démarche qu'on appelle RSE, responsabilité sociale et environnementale, et on est en train de mettre un protocole pour l'adapter à un référentiel adapté aux spécificités du label EPV. Ça va se oui, il y a traduire déjà comment une démarche. Ça va se traduire comment pour les entreprises? Déjà, maintenant, si vous voulez candidater au label EPV, vous devez avoir une démarche RSE. Et voilà. pour les existants, ceux qui l'avaient déjà avant? Le label est valable 5 ans. Donc, Bien quand sûr. ils vont vouloir Et comment vous allez les renouveler ce inciter label... à modifier leur démarche? Alors, justement, au niveau de l'INMA, que j'ai l'honneur de présider, qui est l'Institut national des métiers d'art et du patrimoine vivant, on est en train de sélectionner un cabinet pour spécialisé dans la RSE, qui déjà travaille avec des EPV ou des métiers d'art pour sensibiliser et former les entreprises qui en ont besoin à cela. Et de ce que vous voyez aujourd'hui déjà, sur quoi sont-elles sensibilisées? Par quel bout finalement faut-il le prendre? Faut-il prendre cette démarche? Déjà, il faut le prendre, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, c'est sur l'utilisation de la matière déjà. On prend l'exemple, je prends un exemple concret qui est l'exemple de mon entreprise. J'ai un nouveau directeur qualité. Je lui ai dit, quand il a passé son entretien d'embauche, je lui ai dit, c'est très simple, je veux savoir le nom des moutons et des bergers, et je veux savoir le nom des personnes qui ont utilisé nos déchets de laine pour faire des panneaux d'isolation, que ce soit phonique ou thermique. C'est ça. Et c'est aussi dans la conception même du produit. Et vous avez beaucoup de marques Made in France, des nouvelles générations, enfin, je ne vais pas faire de pub, mais les 1083, le style français, tout ça, dans la création même des produits, on le sent. Sajam, si nous avons résisté, on vient de fêter nos 130, nos 130 ans, voilà. C'est que déjà dans la conception de nos pulls, on a toujours tricoté, et c'est pour ça qu'on est toujours là, avec un outil, un atelier en France, on a tricoté les pulls en forme pour économiser déjà la matière. En forme, ça veut dire qu'au lieu de découper selon l'avant ou l'arrière, avant de les assembler, on les découpe en forme. Et on a tout de suite pensé aussi à la récupération pour les utiliser en panneaux isolants, quoi. Voilà, c'est sous ces démarches-là. Et après, pour les autres entreprises, il y a une certification. Alors, je ne suis pas un spécialiste de la certification en dehors du label EPV, mais vous avez une certification ISO sur le RSE, mais il y en a d'autres. Ce qu'il faut, c'est trouver la bonne certification, parce que ça sera, je pense, une exigence, y compris plus tard, je l'espère, sur les marchés publics. Il faut l'adapter au profil de son entreprise. Voilà. Et les entreprises EPV peuvent se référencer auprès de l'INMA. On est là pour ça. Quel avenir et perspective de développement voyez-vous pour le coton bio dans les filières textiles de Nouvelle-Aquitaine? Le coton bio, c'est c'est une question intéressante. Le coton bio, on n'a pas de coton en France, on l'a répété, on en a eu au XVIIIe siècle en Guyane, mais on n'a pas de coton en France, donc c'est un coton certifié bio, il va falloir l'acheter. C'est un coton qui a une meilleure empreinte environnementale qu'un coton classique, on en a surtout la traçabilité, mais attention, les gisements sont limités, enfin la quantité est limitée. Donc c'est une perspective, mais on se bat sur le marché pour avoir du coton bio aujourd'hui. Je crois, moi aussi, au coton recyclé, qui est une très bonne alternative, puisqu'on donne une deuxième vie au coton, et d'utiliser toute cette ressource, puisque le million de tonnes annuelles de coton bio ne peut pas être disponible pour l'ensemble. Alors c'est bien ce que vous nous dites par rapport au textile recyclé, parce qu'on a une question également. Je suis dirigeant d'une marque de chaussettes produite dans le Limousin. Je travaille déjà avec des matières recyclées sur un certain nombre de collections. Néanmoins, actuellement, la qualité est moindre par rapport au coton dit standard.
matière, tricot plus rêche, c'est un peu ce que nous a dit aussi tout à l'heure Pascal Sénécal, un phénomène lié à la récupération et la transformation des textiles usagés. Croyez-vous que nous pourrons atteindre un jour un niveau de qualité supérieur sur le coton recyclé? Très bonne question. Très bonne question, et là je peux répondre positivement, parce que justement c'est tout l'objectif de nos travaux de recherche depuis plus de 3 ans, de nos investissements. Attention, le coton recyclé, il faut investir dans des nouvelles machines, des nouvelles technologies, particulièrement sur la filature, et que pour atteindre aujourd'hui un coton, un 100% coton tel que nous le faisons aujourd'hui, à 70% de fibres recyclées, 30% de coton bio pour venir, parce que la fibre de coton recyclé étant tellement courte qu'il faut encore aujourd'hui la complémenter d'une fibre vierge à hauteur de 30%. Bon, pour réaliser ça, il faut trouver des industriels de la filature qui investissent dans les bons matériels et surtout avoir une très bonne qualité de gisement en amont. Donc tout passe aussi par une très belle collecte, un tri sélectif d'un 100% coton. Et aujourd'hui, on arrive à avoir un coton avec les mêmes caractéristiques mécaniques, donc la même qualité, que ce soit pour le tricotage, donc pour les chaussettes, ou pour le tissage, avec un numérométrique, donc une finesse 50 qui nous permet de faire du t-shirt. La nouvelle gamme de t-shirts Okaidi à base de ce coton recyclé, qui a été lancée à la fois pour la rentrée des classes et pour la journée sur la planète, qu'on voit donc dans la presse, la qualité est tout à fait exemplaire et permet donc de commercialiser un article aujourd'hui dans de bonnes conditions. Oui. Il faut le faire savoir. Il faut le faire savoir. Et surtout, on parlait de certification. Nous, on se fournit en coton bio au Pérou et on vient de se faire certifier EcoCert. Il faut aussi que l'amont soit certifié. Parce que le bio, tout le monde dit le bio. Il faut que ça soit bien rigoureux, quoi. Voilà. Et nous, on a sorti tout un tas de marinières en coton bio et l'objectif, c'est de passer tout en bio, mais il faut y aller étape par étape. Il faut faire des tests pour avoir la même qualité. Et pour répondre à la question, oui, on y arrivera. Voilà. Mais c'est un travail, il faut d'investissement. On ne récupère pas du coton bio comme ça. Il faut que toute la filière, encore une fois, soit certifiée bio dans des bonnes conditions. Avec la bonne traçabilité, parce qu'il y a des intermédiaires. La filature, c'est une industrie de mélange. Donc si on ne respecte pas une traçabilité et qu'on on va dire galvaude le label bio en mélangeant avec d'autres cotons, on se met aujourd'hui hors la loi. Donc il faut vraiment une traçabilité exemplaire, mais la qualité sera au rendez-vous. On verra d'ailleurs que les outils numériques peuvent être utilisés pour la traçabilité. Vous nous en parlerez tout à l'heure dans la deuxième table ronde. Une dernière question un peu plus philosophique. Promouvoir la seconde main de fast fashion présente le risque de vendre encore plus de vêtements et accessoires low cost, puisque le revendre en seconde main déculpabilise l'acheteur et la grande surface. Donc le bilan environnement risque d'être pire. Qu'en pensez-vous, Eric Gagnère? Alors, d'après les études qu'on a, les premières études qu'on a, c'est plus du remplacement. C'est-à-dire qu'au lieu d'acheter 4 jeans neufs dans une saison, on va acheter 3 jeans neufs et 1 jean d'occasion. Et c'est encore plus vrai sur la nouvelle génération. Moi, je dis souvent à mes partenaires, attention au tsunami de la génération du site que vous connaissez tous, qui le premier réflexe aujourd'hui, c'est l'occasion pour cette génération-là. C'est-à-dire avant d'aller dans un magasin ou sur un site, ils vont regarder si ça existe en occasion. Donc c'est plus du remplacement. Ça sera encore plus vrai sur la génération qui est aujourd'hui 15 ans, 16 ans, 17 ans, 18 ans, qui, premier réflexe, est seconde main. Donc on est plus sur un bilan positif, je pense. Développement durable toujours, en particulier dans la formation au métier d'art. Qu'en est-il? Eh bien, tiens, écoutez ce témoignage chez les compagnons du Tour de France. Bonjour à tous, Maud Vigneault, directrice de la Fédération compagnonnique de Limoges, ravie d'être présente parmi vous pour vous présenter aujourd'hui l'enjeu du développement durable dans les formations au métier d'art. Alors, si l'enseignement au développement durable est omniprésent dans certaines formations étiquetées comme telles, il n'en est pas de même pour les formations au métier d'art que nous dispensons et qui relèvent des diplômes de niveau 3 ou 4. L'intégration de cette notion porteuse de respect de l'environnement relève, à mon sens, davantage d'une stratégie d'établissement portée non seulement par le collectif de l'équipe pédagogique, mais surtout pour et au service de l'éducation de nos apprenants. Comment ?
Au Centre européen de formation en éco-réhabilitation de la Fédération compagnonique de Limoges, nous avons fait le choix, dans le cadre d'une stratégie politique générale, d'intégrer dans nos aménagements eh bien, des outils spécifiques qui vont venir participer à cette notion de développement durable. Je pense notamment à l'aménagement de notre parc machine pour les métiers que nous dispensons autour des métiers d'art, à savoir l'ébénisterie et le restaurateur de mobilier d'art, où typiquement, eh bien, nous utilisons comme matière première le bois. Nous allons, au regard de tout ce qui peut être sciure, copeaux générés par le bois, eh bien, faire en sorte que cette matière première puisse être transformée, récupérée, de façon à devenir des bûchettes de bois de chauffage. Ça s'inscrit également dans un cadre d'orientation beaucoup plus général avec l'agenda 21 qui est présent dans le centre, qui va donner les grandes orientations en matière de respect de l'environnement. Et typiquement, eh bien, pour nous, ça va passer notamment par la gestion des déchets. Alors, au-delà de cette stratégie de politique générale, on va agir de façon beaucoup plus individualisée avec nos apprenants pour participer à leur éducation, mais surtout à la prise de conscience de l'intérêt que peut présenter le respect et l'engagement auprès de cette notion de développement durable. Alors, ça va être apprendre à gérer sa matière première, hein, on va éviter le gaspillage, on l'a vu tout à l'heure avec la récupération des sciures de bois, mais effectivement éviter de jeter les pièces de bois usagées pour les réutiliser à d'autres fins, dans d'autres activités pédagogiques. Ça va être aussi optimiser au maximum la matière première mise à disposition par des techniques dites de calpinage, ou encore sensibiliser nos apprenants à l'utilisation de matières premières dites naturelles. Je pense là typiquement aux produits de finition qu'on utilise sur le mobilier, et plutôt que d'utiliser un vernis cellulosique, eh bien, nous allons davantage peut-être orienter l'emploi d'huile ou de cire dans nos pratiques, de la même façon que pour leur application, nous utiliserons davantage un pinceau, des mèches, pour éviter les pulvérisations dans l'air, pour être moins toxiques. Le réemploi fait partie aussi intégrante des actions qu'on va pouvoir mener en termes de sensibilisation sur cette notion de développement durable. Alors, j'ai envie de vous dire que tout cela, c'est autant d'exemples qui viennent appuyer le fait que l'intégration du développement durable dans l'enseignement des métiers d'art, tout du moins chez les compagnons du Tour de France de Limoges, concerne davantage nos contenus d'enseignement que, bien évidemment, les règles de l'art ou les outils disciplinaires qui y sont employés, mais permet surtout de mieux expliciter les valeurs à partager au sein de notre institution. Je terminerai en disant que je pense que l'exigence d'excellence des métiers d'art peut, à mon sens, sans aucun problème, se conjuguer avec le respect de l'environnement. Merci à vous. Voilà, merci pour ce témoignage. On va remercier Pascal Denizard et Eric, qui a dit d'être venu. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup de votre intervention. Juste avant d'accueillir les intervenants de la table ronde sur la transition numérique, Luc Le Sénécal, concernant les formations, on en parlait là, vous en proposez à l'INMA pour vos adhérences sur ce sujet de la transition environnementale? Alors, en fait, au sens strict, l'INMA ne propose pas de formation, mais participe aux formations. On nous sollicite pour élaborer des programmes de formation avec les écoles. Par contre, pour faire le lien avec les métiers d'art, nous avons 2 dispositifs propres à l'INMA. Un dispositif qui est fantastique, qui s'appelle les maîtres d'art. C'est-à-dire que pendant 3 ans, un maître va former un élève. Et c'est remarquable, c'est destiné aux métiers d'art qui ont un savoir-faire exceptionnel. Et ils vont être sensibilisés à ce sujet? Sensibilisés pendant 3 ans, il y a un suivi. Et j'appelle les métiers d'art à candidater. La prochaine session de candidature aura lieu en septembre. Tout est sur le site INMA. Et pour les étudiants, pour les élèves, il y a un autre dispositif propre à l'INMA qui s'appelle la découverte des métiers d'art. Donc là, chaque année, on reçoit... généralement, on a 1 ou 2 représentants par région qui viennent concourir. Il y a tout un concours et il y a un jury qui est regroupé à l'INMA pour justement les aider et les sélectionner. Voilà, c'est des exemples, toujours par l'exemple. Merci beaucoup.